Merci beaucoup pour votre invitation et merci également de me permettre de m'exprimer en langue française. C'est un grand honneur pour moi de vous parler aujourd'hui au lendemain de la Journée internationale des droits de l'enfant au Parlement de la République tchèque. Je me réjouis que ces sujets si sensibles et importants puissent faire l'objet d'un tel séminaire et d'un tel travail démocratique. Je vais vous parler de comment approcher la gestation pour autrui en droit international. En effet, l'expansion du marché de la maternité des substitutions ou de la gestation pour autrui, GPA, constitue un défi majeur pour les pays dans le contexte de la mondialisation. En particulier, les autorités publiques et surtout le pouvoir législatif doivent ressentir le devoir pressant d'adopter une attitude juste devant ce nouveau marché qui a été évalué à un montant de 4 milliards de dollars dans le monde en 2020. La gestation pour autrui est le contrat par lequel un ou plusieurs commanditaires conviennent avec une femme qu'elle portera un enfant ou plusieurs enfants en vue de leur remise à la naissance, quelle que soit sa dénomination et ses modalités. Il s'agit d'un marché dans lequel des femmes, pour la plupart en état de vulnérabilité et pour des raisons financières, subissent une grossesse puis abandonnent l'enfant en échange d'argent. Les cliniques de fertilité, les cabinets d'avocats et les agences de mères porteuses sont les grandes bénéficiaires financiers de ce marché. Ces agents poussent les pays à légaliser ou à encadrer la maternité des substitutions. Il s'agit donc d'un marché global qui peut être simplifié de la façon suivante. Les commanditaires des pays riches viennent solliciter des femmes d'origine modeste qui peuvent se trouver dans les mêmes pays ou ailleurs dans le monde. Certains articles de presse ont révélé au grand jour comment Internet et les réseaux sociaux sont souvent le cadre pour le recrutement des mères porteuses des pays moins favorisés. Ce constat nous invite à réfléchir d'une manière globale. Un marché international doit avoir une réponse globale. Cela n'empêche pas les pays de légiférer ou de poursuivre en justice les responsables de tels actes, mais la réponse ne sera efficace que si la question est traitée par une convention internationale. Il serait aujourd'hui, par exemple, impensable d'encadrer le trafic aérien ou le commerce de voitures par des lois nationales uniquement. C'est la même chose avec la gestation pour autrui. Nous le voyons en France et dans d'autres pays d'Europe occidentale, où la GPA n'est pas reconnue, mais dans lesquels des ressortissants se rendent à l'étranger pour avoir accès à la GPA, où des cliniques et des agences viennent sur leur territoire national pour proposer les services. Face à une telle situation, les parlements nationaux ont 3 options possibles. Premièrement, laisser le statu quo en ne prévoyant aucune législation spécifique à la GPA. L'Observatoire de la procréation assistée a analysé la législation de 87 pays, dont 34 n'ont aucune législation sur la GPA. En Europe, par exemple, c'est le cas de la Hongrie, la Belgique, l'Irlande, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, la Pologne, etc. Le problème d'une telle approche est évident. Sans une loi spécifique, le marché prospère en profitant de cette zone grise. Cependant, certains peuvent invoquer qu'en réalité, un tel vide juridique n'existe pas en réalité, car il y aura toujours des principes juridiques qui interdisent pure et simplement la GPA, comme c'est l'interdiction de l'esclavage, le principe mater certa est, la mère est toujours certaine, l'interdiction de la vente des enfants, le délit d'abandon d'enfants et le trafic d'êtres humains, entre autres. Deuxièmement, il s'agirait d'établir un cadre légal pour admettre certains cas de GPA. C'est ce que prévoient 19 pays étudiés par l'Observatoire de la reproduction assistée. C'est le cas du Royaume-Uni, la Russie, la Géorgie, la Grèce, les Pays-Bas, l'Ukraine, Chypre, l'Uruguay, etc. L'argument avancé ici est celui de dire que la GPA n'est pas un mal en soi, mais que certaines GPA violent le droit des femmes ou des enfants, et c'est pourquoi il vaut mieux prévoir des cas dans lesquels la GPA serait autorisée. Cependant, la difficulté d'une telle approche est de déterminer justement ces conditions de la GPA. Beaucoup de questions vont se poser. Par exemple, quel type de personnes peuvent avoir recours à la GPA? Ce seraient des couples, des célibataires, des personnes morales? Quelles femmes peuvent être mères porteuses?
Combien d'enfants a-t-on le droit d'avoir par GPA? Il y a 2 jours, le journal espagnol El Día a publié un article qui expliquait qu'une famille en Géorgie qui a les moyens d'avoir 100 enfants veut bien les avoir par GPA. Que se passe-t-il si l'enfant ne correspond pas aux souhaits des commanditaires? Quels sont les droits de la mère porteuse? Et j'en passe. La troisième option est l'interdiction explicite de la GPA. Celle-ci est prévue par 31 pays étudiés par l'Observatoire de la reproduction assistée. C'est les cas de la France, l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Italie, de la Suède, de la Chine, etc. Dans le cas de l'approche interdisant la GPA, 2 types d'arguments majeurs semblent intéressants à considérer. Tout d'abord, les arguments de principe, c'est-à-dire ceux liés au respect absolu de la dignité de la femme et de l'enfant. Or, dans une GPA, une femme est réduite à sa condition reproductive pour ensuite être privée de ses liens avec l'enfant qu'elle porte. Dans le cas de l'enfant, la GPA fait de lui l'objet d'une convention entre adultes et est souvent privée de son droit d'avoir accès à ses origines. Selon cette logique, ce n'est pas telle ou telle GPA qui pose problème, c'est la GPA elle-même le problème. En second lieu, la GPA est suffisamment développée dans le monde pour qu'on puisse déjà conclure à son interdiction par ses conséquences et par ses effets. Nous venons d'entendre le témoignage d'Olivia, née par GPA, qui est un exemple concret de ce que la GPA peut produire dans la vie d'un enfant. Enfin, le marché de la GPA doit nous aider à réfléchir à la société qu'un tel marché nous propose. Une société dans laquelle les femmes sont soumises, très souvent pour des raisons financières, à des obligations qui seraient qualifiées d'illégales dans n'importe quel contrat de travail. Une société dans laquelle les enfants seraient sélectionnés selon leurs caractéristiques génétiques et qui pourraient être abandonnés s'ils ne sont pas conformes au contrat. Bref, la GPA pose des questions éthiques très graves et par conséquent, le meilleur encadrement semble être l'interdiction. Au niveau international, les États et les organisations internationales ont les mêmes 3 options. Laisser le vide juridique, interdire absolument la GPA ou accepter quelques types de GPA. En droit international, les grands principes et les grands textes juridiques qui promeuvent la dignité humaine peuvent être facilement interprétés comme interdisant la maternité de substitution. Ainsi, par exemple, l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont nous célébrons le 75e anniversaire cette année, reconnaît que la maternité et l'enfance ont droit à des soins et à une assistance spéciaux. Dans le même sens, le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, relative à la vente d'enfants, dispose qu'on entend par vente d'enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou à un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage. Les exemples sont nombreux et ils existent également en droit européen avec les résolutions du Parlement européen qui condamnent la GPA ou la très récente incorporation de la GPA dans les projets de directives européennes relatives à la traite des personnes. Ces textes peuvent être interprétés comme étant contraires à la maternité de substitution, mais ce marché international prospère dans les faits parce qu'il n'existe pas de traité spécifique qui interdit cette pratique. Dans une autre perspective, il est connu que la position de la Conférence de La Haye de droit international privé est d'établir un traité international pour encadrer la maternité de substitution. Cependant, les travaux de cette conférence durent depuis une dizaine d'années et la tâche se montre presque impossible, car comme nous l'avons évoqué, il n'est pas simple de prévoir des cas où la GPA se ferait sans risque. Au contraire, en France, le Comité consultatif national d'éthique est favorable à l'élaboration d'une convention internationale pour l'interdiction de la GPA et particulièrement attaché à l'effort diplomatique, dans le même sens que le rapport d'information concernant la GPA remis à la présidence du Sénat le 17 février 2016, et il recommande l'engagement des négociations internationales multilatérales. C'est pour toutes ces raisons que l'approche adoptée par le groupe d'experts que je coordonne et qui a lancé la déclaration de Casablanca est celle de promouvoir l'abolition universelle de la GPA. La déclaration de Casablanca pour l'abolition universelle de la maternité de substitution trouve ses racines dans un groupe d'experts originaires de plus de 75 pays, principalement des avocats, des médecins et des psychologues. Ces professionnels sont parvenus à un consensus mutuel sur la conclusion que le marché mondial de la maternité de substitution nécessite une réponse internationale et qu'une convention multinationale spécifique serait la seule approche
efficace à la hauteur de la dignité humaine, mais également la plus simple du point de vue politique et juridique. Convaincu de la nécessité d'un travail collaboratif pour développer les moyens d'une telle initiative, le groupe de Casablanca a décidé de lancer et de promouvoir une proposition de convention internationale dans laquelle les experts demandent aux États de prendre des mesures pour lutter contre la maternité de substitution sur leur territoire et s'engager dans une convention internationale. Il est intéressant de remarquer que ces experts n'ont pas d'intérêt financier à ce que la GPA soit abolie, ce qui reste à prouver pour les personnes qui cherchent à faire accepter la GPA. Il est important de se rappeler que la GPA est avant tout un immense marché et que cela pose aussi des problèmes afin de voir les réelles motivations des acteurs dans ce débat. Mettre fin à un marché en pleine expansion, tendant à exploiter les femmes et les enfants, constitue un grand défi de notre époque. La technologie et la science ont rendu beaucoup de choses possibles, ce qui ne veut pas dire que tous ces progrès se font dans le respect de la dignité de la personne humaine. À ce sujet, les propos du professeur René Friedman, qui a été le pionnier en France de la fécondation in vitro, sont éclairants et peuvent être source d'inspiration. Il dit « Je l'affirme haut et fort, disposer du corps d'une femme durant 12 mois en moyenne, le temps de la fécondation in vitro, plus le temps de la grossesse et du rétablissement, comme d'une machine à procréer, n'est rien de moins qu'une aliénation d'autrui, qu'une prostitution, que de l'esclavage. Inutile de se voiler la face. Dans les pays qui autorisent la GPA, la majorité des femmes porteuses sont dans des situations sociales précaires, voire misérables. Merci pour votre attention.